Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Vendredi 8 octobre, 20h32, les portes du week-end ne sont pas loin, mais avant cela, nous allons passer une heure ensemble, une heure où nous allons évoquer en première partie l'actualité de notre dictature préférée, et à suivre comment se défendre face à la justice des lois iniques grâce au CNT. Nous sommes le Conseil national de transition, nous vous souhaitons la bienvenue dans la France libre. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Donc, je vais commencer rapidement ce soir. J'ai la chance d'avoir fait quelques kilomètres à travers la France et donc je me suis déplacé dans différentes villes en ce moment et j'ai la joie de voir que de moins en moins de personnes portent le masque, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et en plus, on vient d'apprendre que le Sénat apparemment rejette la proposition de loi d'obligation vaccinale présentée par les socialistes. Et donc, apparemment, les choses commencent à bouger. Et à propos des choses qui bougent, moi, je voudrais livrer à votre réflexion quelque chose. Quand vous faites un assassinat, quand vous tuez quelqu'un autour de vous, quand vous faites un meurtre, eh bien, il y a une enquête immédiate, et puis donc, quand on vous retrouve, vous êtes condamné et vous prenez 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Et si vous avez le malheur de tuer plusieurs personnes, eh bien, vous devenez un tueur en série et là, vous prenez perpète. Mais quand il s'agit d'un gouvernement, quand il s'agit d'une institution supranationale qui tue des milliers, voire des millions de personnes, que ce soit dans les EHPAD avec le Rivotril, que ce soit avec les effets secondaires énormes des soi-disant vaccins, des picouzes, eh bien là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et en plus, les gens, comme des moutons, vont à l'abattoir sans rien dire et en applaudissant, en frappant des mains, en disant bravo, c'est pour notre santé. Alors, je livre ça à votre réflexion parce qu'il y a vraiment deux poids et deux mesures et je pense qu'il est temps de se réveiller et de constater qu'on est face à un génocide et à un crime contre l'humanité au niveau mondial et de masse. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Donc, je passe la parole, Philippe. Merci Responsable à tous. et coupable. Alors, responsable et coupable, affirmatif, tout à fait.
Moi, oui, effectivement, tout ce que tu viens de dire est totalement vrai. Moi, je pense que c'est relatif à la violence d'État, hein, la violence d'État, que ce soit au travers du sang contaminé, par exemple, ou que ce soit au travers des guerres. L'État, en tout cas, les personnels politiques de l'État ne sont jamais poursuivis pour ces exactions, qui sont des exactions et des crimes, bien évidemment. Mais ça, c'est la grande lessive d'après qui a lieu et qui effectivement les concerne eux, mais jamais nous. Nous, on prend tout et eux, ils prennent jamais rien. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a autour de ces mesures anti-Covid en ce moment une sorte de lassitude qui explique sûrement ce que tu as pu voir en traversant la France, que les gens en portent de moins en moins le masque. Alors, on peut tout à fait imaginer que s'ils le portent de moins en moins, c'est d'une part parce que leur conviction s'effrite, tant qu'on ne voit pas des morts tomber dans les fossés, sur le bord des routes, mais qu'en plus, ils sont peut-être, je dis bien peut-être, moins harcelés par les corps constitués, en l'occurrence la police, la gendarmerie, pour justement non-port du masque, ou que simplement l'habitude a été prise sur les espaces publics de ne pas les mettre. Voilà. Moi, je suis rentré dans un ascenseur tout à l'heure, un monsieur avait son masque, il m'a dit, mais non, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de mettre votre masque, monsieur. Moi, je suis vacciné de toute manière, donc je risque rien, c'est surtout pour vous. Alors effectivement, il avait raison sur le fond comme sur la forme. Lui était vacciné, il était diffusant, c'est surtout moi qui prenais des risques. Moi qui ne suis donc pas vacciné, comme on l'aura compris. Alors, tu parlais tout à l'heure peut-être du Sénat. Est-ce que tu as parlé de ça, Bruno, ou pas encore? Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Oui, j'en ai parlé. Donc, apparemment, l'information a été diffusée aujourd'hui. D'accord, information qui a été diffusée, donc on reprend l'information comme quoi le Sénat n'aurait pas validé cette proposition de rendre la fameuse vaccination obligatoire pour tous les Français. Pour l'instant, c'est retoqué. Moi, j'ai envie d'élargir un peu le débat en parlant non plus de la France, mais sur le plan européen. On a un pays comme la Pologne, dont la Cour suprême a dit basta pour toutes les mesures Covid. On se débarrasse de ces oripeaux, on n'en veut plus, on veut plus de tout ce truc. Ok, du coup la réponse de l'Europe, ça a été de dire, puisque c'est comme ça, Madame la Pologne, on va vous supprimer les aides européennes. La Pologne a dit, pas de problème, supprimez ce que vous avez à supprimer. Nous, on en a assez de vivre comme ça, et on va se passer des mesures Covid. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des réactions à la fois d'individus, à la fois de groupes comme les nôtres. Et puis, il y a aussi des réactions de gouvernement, ou en tout cas de Cour suprême, de gouvernement qui édite les choses en disant, voilà, nous, on dit que c'est comme ça. Alors, il s'agit de la Cour suprême polonaise. Je ne suis pas suffisamment fin politologue de la Pologne pour vous dire si cette ruée ou cette levée de bouclier polonaise aura une suite politique réelle. Je n'en sais rien. J'espère que oui, évidemment. Mais voilà ce qui s'est dit au sein de la Cour suprême de la Pologne. Voilà, donc il va falloir qu'à un moment donné, on puisse parler des meilleurs moyens de se prémunir de ces mesures Covid et de s'en prémunir dans la légalité, puisque par d'autres moyens, ça n'est pas possible. Donc, faire appel à la loi. Donc, peut-être que c'est un sujet d'introduction pour Sylvain, ça, non? Oui, et j'adore la phrase enlever les oripeaux. Je trouve que c'est très très bien et ça correspond tout à fait à ce que nous vivons actuellement. Et si on pouvait les enlever en France, ce serait encore mieux. Allez, on va passer à l'actualité en images tout de suite. On voit bien que, en fait, les gens placés avec des experts, avec les médias, sont dans une forme d'hypnose, dans une forme de décalage, et donc, du coup, ils les obéissent. Et on le voit, du coup, ça vous montre ainsi le pouvoir de ceux qui contrôlent les médias, qui sont en mesure de vous manipuler et de vous faire aller exactement là où vous ne voulez pas aller. Souvenez-vous, en décembre 2020, sondage, 80% des Français avaient dit moi, vaccin anti-Covid, j'y vais pas. Les gens avaient dit non. Et regardez maintenant. Ils ont embauché l'un des meilleurs cabinets de conseil, le cabinet McKinsey, qui a appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Il faut vraiment que le gouvernement aille en thérapie et qu'il se soigne de cette addiction au contrôle. C'est une addiction. Hein. Ah oui. Il faut pas croire que c'est juste c'est pas grave, ça prend 2 secondes. Demain, quand ils vont te dire de passer ta rétine devant je ne sais pas quoi, parce que voilà, ton cinéma, ou de prendre une goutte de sang pour prouver que tu es vraiment. Tu diras mais c'est rien, une petite goutte de sang, ça me prend 2 secondes. Oui. Donc vous êtes moitié cinglé. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est le président de la violence, violence symbolique, mais violence réelle. Avec le président des États-Unis, avec le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens.
Oui, vous avez bien entendu Emmanuel Macron dire qu'il allait contribuer à la création du nouvel ordre mondial dès 2021. Donc là, on est clairement sur la violence d'État qu'on évoquait tout à l'heure, affichée, tout à fait affichée, avec des personnes qui essayent de se lever contre ça. Hein, cette dame qui dit, imaginons que demain on passe devant une caméra pour regarder la rétine. Ça rappelle des films de science-fiction comme Minority Report que j'avais vu à l'époque, qui m'avait semblé déjà effrayant. Mais on y va tout droit, quoi. Et c'est ce à quoi cette dame fait allusion et contre quoi elle se dresse. Et là, à côté d'elle, je ne sais pas qui, je ne connais pas ce monsieur, mais un homme qui visiblement est là pour rassurer les foules. Mais non, chère madame, vous dites des bêtises, vous êtes en train de délirer, vous êtes dans le coma, etc., etc. Alors qu'il dit non, non, pas du tout. Il s'est déjà suffisamment passé de choses dont on avait dit qu'elles ne se passeraient pas. Par exemple, 90% des Français qui disent en décembre 2020, eh bien, je ne me ferai pas vacciner. Et puis finalement, aujourd'hui, tout le monde va comme un seul homme se faire vacciner. Alors après, qu'on parle d'ingénierie sociale, effectivement, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Hein, évidemment, c'est un terme très technique. Moi, je pense que le mot qui va bien, c'est propagande, bourrage de crâne et coercition. Ouais, ça fait 3 mots en fait. Hein. Propagande, bourrage de crâne et coercition, c'est exactement le triptyque gagnant pour ce que eux appellent de l'ingénierie sociale et pourquoi pas. Hein. Alors propagande, bien sûr, c'est nous faire croire que, c'est-à-dire que par exemple, nous expliquer sur des publicités vues à la télé, comme on disait autrefois et comme on le dit encore, que eh bien, 70% des personnes qui sont soignées pour le Covid en milieu hospitalier sont non vaccinées. Or, les chiffres que nous avons dans la réalité disent à peu près l'inverse. Donc, la propagande, c'est pas l'information, hein, c'est autre chose. Bourrage de crâne, parce que vous vous leviez à midi, à 8 heures du matin ou à 17 heures, c'est Covid, Covid, Covid. Voilà. Et puis ainsi de suite. Donc ces choses-là sont évidemment de l'ingénierie sociale pour nous conduire à obéir. Et obéir par la coercition, c'est-à-dire que si vous décidez de prendre des décisions différentes, ma foi, pour l'instant, la loi ne vous interdit pas de ne pas vous vacciner. Mais dépêchez-vous parce que ça risque de ne pas durer, quoi. Voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle nous sommes. Et la coercition, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a tout simplement peur. Et donc on le fait par peur. Alors par peur de quoi? Par peur de ne pas être en mesure d'aller franchir les frontières pour aller voir ses enfants ou ses petits-enfants qui sont de l'autre côté d'une frontière, par peur diverses et variées de ne plus pouvoir bénéficier de nos facilités habituelles pour se déplacer, tout simplement. Voilà où est la peur. C'est en aucun cas la peur du virus que personne n'a vu, et personne n'a vu personne tomber dans les pommes, etc. Alors, il existe des mystères autour de ces virus, qui s'appellent selon les cas Covid-19 et selon le cas SARS-CoV-2. Alors moi, j'ai pas compris très bien si c'était la même chose ou pas. Et puis il y a des gens qui m'ont expliqué que le SARS-CoV-2, en fait, ça ressemble à d'autres choses qui sont tout simplement des armes de guerre. Ah bon, ah quand même, hein, des armes chimiques de guerre, oui, bien sûr, dont se servaient certains pays dans les guerres contre d'autres personnes soumises ou non soumises, justement. Ah bon, alors là, on est effectivement dans des choses d'ordre mortel, d'ordre tout à fait dangereux. Mais quand on parle du COVID-2, du Covid-19, pardonnez-moi, eh bien là, par contre, on ne sait pas trop bien à quoi on a affaire. C'est quelque chose d'assez mou, d'assez peu identifié, voilà, et qui fait l'effet d'une petite grippette. Et on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, il y aurait 2 poids 2 mesures. Dans un cas, une petite grippette que vous passez haut la main, si vous avez la chance d'être suffisamment en bonne santé, relativement jeune, etc. Et dans l'autre cas, ou si vous avez le mauvais cas de mauvais goût de traverser un nuage de SARS-CoV-2, bah, vous êtes potentiellement mort, vous êtes immédiatement dans un cas de fièvre et dans un cas d'insuffisance respiratoire grave qui vous conduit directement à l'hôpital. Alors, j'ai l'air d'inventer les choses, mais en fait, je ne les invente pas, puisque nous avons au sein du CNT, comme dans n'importe quel autre groupuscule ou groupe, tout simplement humain, des exemples autour de soi, d'amis de la famille, etc., dont on peut donner le nom, le prénom, l'adresse, etc., et qui sont victimes d'un tas de choses qui sont de plus en plus bizarres. Donc la coercition, moi je veux bien, mais les gens prennent peur effectivement, et demain on va les obliger à. Et ce qui est le plus grave, c'est que justement on ne communique pas autour de toutes ces informations réelles, sachant que le fait qu'il y ait 70% de vaccinés, de non vaccinés, pardon, qui soit le personnel prioritairement soigné en hôpital en ce moment autour du Covid-19, eh bien ça c'est justement une contre-vérité, puisque nous avons des informations qui disent tout simplement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a 70% des personnes qui sont soignées pour le Covid-19 en hôpital qui sont vaccinées. Voilà les chiffres que nous avons. Et c'est pas des chiffres fantaisistes, c'est des chiffres qui viennent de l'OMS, de différents organismes publics, y compris français d'ailleurs.
C'est vérifiable. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des informations différentes, si ce n'est pour maintenir les gens dans la peur de ce Covid, qui doit nous maintenir chez nous et qui doit surtout nous maintenir dans l'idée qu'il faut aller absolument se faire vacciner pour enfin récupérer ses libertés. Or, qu'apprenons-nous? C'est que ces libertés, elles sont toujours mises à bas, puisque il y a, lorsque vous avez un vaccin, il en faut un deuxième, puis un troisième. Puis après, on l'a déjà dit ici, un tous les 6 mois pour faire ce qu'on appellera des mises à jour, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas de liberté. C'est pas vrai. On a cru il y a un an que si on se pliait de bonne grâce à tout ce que on nous demande de faire, ça se passerait bien, et que si tout le monde joue le jeu, ça se passera vite. Donc, l'idée, c'est de dire, si c'est pas fini, cette affaire-là, c'est à cause d'un certain nombre de personnes un petit peu rébarbatives, qui n'ont rien compris, qui sont des mauvais citoyens et qui refusent de se faire vacciner et qui par là même rendent les choses plus compliquées. Alors on l'a déjà dit ici, mais on le redit, en quoi le fait de ne pas être vacciné est un danger pour celui qui l'est. Question toute bête, question qui est valable pour n'importe quel vaccin d'ailleurs. Ça c'est une question qui reste ouverte et à laquelle on n'a jamais vraiment eu de réponse. Alors voilà. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui sont en pointe sur la partie de la vaccination parce qu'ils sont dans un métier où on leur demande d'être obligatoirement vaccinés. En attendant que peut-être un jour, nous ayons une loi qui nous oblige tous à être vaccinés. Pour l'instant, cette loi n'existe pas, cette loi n'est pas passée. En revanche, pour les personnes soignantes, oui. Personnes soignantes, c'est le cas. Alors, comment est-ce que les personnes soignantes, qui sont des infirmières, qui sont des médecins, etc., comment peuvent-ils faire aujourd'hui, dans un moment de panique, car ils sont paniqués, car ils voient très bien quelles sont les conséquences de la vaccination, ils la vivent tous les jours en tant que soignants, ils voient très bien qu'il y a des gens qui sont gravement atteints, qui meurent, etc., etc. Et ils ont les vrais chiffres. Donc, alerte rouge, comment je fais pour continuer, d'aider les gens, parce que c'est mon métier d'aider les gens à se soigner, et deux, de continuer de travailler pour le compte d'un hôpital ou d'une mairie dont je suis salarié. Et qui me dit que si je ne suis pas vacciné, il est hors de question que je revienne sur mon lieu de travail, etc. C'est quoi ce jeu? Voilà, on est dans quel type de jeu? Voilà, donc ça c'est un point sur lequel on va pouvoir accentuer les choses, si vous le voulez bien, puisque nous sommes tous ici présents au sein du CNT, sollicités par des personnes qui nous disent, moi je suis infirmière, je suis allé voir tel site, on nous explique que, mais ça suffit pas, quand je vais voir mon employeur, il me dit que non, il n'y a rien qui marche, vous restez chez vous jusqu'à ce que vous ayez changé d'avis, en quelque sorte, c'est ça. Et le paradoxe en plus, c'est que les personnels soignants, comme nous le savons depuis déjà longtemps, sont sous-numéraires, c'est-à-dire qu'insuffisants par rapport à la population qu'il y a à soigner en général, et en particulier autour de cette manifestation du Covid-19, qui reste mystérieuse en termes statistiques quand même, mais qu'il convient de guérir, de soigner. Donc ils sont pas là, ils sont juste pas là parce qu'on a dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous rentrez pas dans l'hôpital, vous ne pouvez pas recevoir des clients chez vous, des patients chez vous, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait au sein du CNT? Alors, on va essayer d'être un petit peu précis et en même temps d'aller un petit peu plus doucement parce qu'il y a des choses à comprendre autour de cette action juridique légale, justement, Alors, puisque je vais juste te freiner un tout petit peu, Philippe. Oui, dis-moi. On va d'abord avoir la petite introduction pour notre sujet du soir. Et je retiens quand même l'anachronisme de tout à l'heure. PBC, propagande, bourrage de crâne, coercition. Voilà, exactement. C'est un acronyme que j'ai inventé, effectivement, pour à l'instant, mais qui me semble pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. Allez, c'est parti, le sujet du soir. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Coronavirus et liberté individuelle. L'épidémie de Covid-19 justifie-t-elle les mesures de privation des libertés individuelles prises en France? Confinement, limitation des déplacements et des rassemblements, couvre-feu, état d'urgence, fermeture des commerces, obligation du port du masque et amende en cas de non-respect. De nombreuses mesures visant à restreindre les libertés ont été prises en France. Si certains considèrent ces dispositions légitimes, d'autres dénoncent ces mesures liberticides, contraires aux droits de l'homme et crient à l'oppression. La liberté, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le premier droit naturel et imprescriptible de l'homme, article 2. Or, les mesures prises en France sont en contradiction directe avec ce principe. On ne peut plus aller et venir librement.
Il n'est plus possible de se réunir, ce qui est contraire à la liberté d'association. On ne peut plus manifester, ce qui va à l'encontre des libertés politiques. On ne peut plus exercer sa foi, ce qui est contraire à la liberté de culte. On ne peut plus se déplacer pour travailler, entreprendre, etc. Côté amende, rien ne change. En cas d'infraction aux mesures sanitaires, le montant est toujours fixé à 135 €. En cas de récidive, il passe à 200, s'il s'agit de la deuxième fois en 15 jours. Et après 3 infractions dans le mois, vous risquez la condamnation à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Vous pouvez aussi être condamné à un travail d'intérêt général, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant 3 ans. Invitée ce jeudi matin sur Europe 1, Elisabeth Borne est revenue sur la question de l'obligation vaccinale. Le gouvernement a souhaité ouvrir le débat sur la vaccination du personnel soignant. Ce sont déjà des choses qui existent pour d'autres vaccins, a rappelé la ministre du Travail, ajoutant que les salariés réfractaires pourraient se voir sanctionnés si cette mesure venait être adoptée. Quand on a une obligation de vaccination et qu'on ne la respecte pas, c'est une faute qui peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement, a-t-elle affirmé. Passe, sanctions, quarantaine, vaccination des enfants, tout ce que la loi sanitaire va changer à notre quotidien. Passe sanitaire étendu aux bars, restaurants et à bord des trains pour les longs trajets, vaccination obligatoire pour les personnels des établissements de santé et suspension du contrat de travail. Quand on a une obligation vaccinale et qu'on ne la respecte pas, on peut avoir aujourd'hui de gros problèmes. Et oui, et ce qui est en jeu, c'est est-ce que toutes ces menaces, car ce sont des menaces, s'inscrivent dans un cadre légal ou pas. Évidemment, chez nous, on dit que non. On dit que c'est un cadre qui n'est pas tout à fait légal. Et pour ça, il faut revenir sur un certain nombre de choses. Moi, je voudrais vous dire que quand on vous menace, qu'on ne vous interdit physiquement de travailler ou de se déplacer à cause du pass sanitaire ou du masque ou de la vaccination, voilà, ça constitue une souffrance mentale. Si on vous menace de tout ça, vous êtes dans la souffrance. Si vous avez un empêchement physique de vous déplacer, comme c'est le cas, eh bien nous sommes dans le cas de la perte d'un droit d'accès tout simplement, un droit de circulation, à cause toujours du masque, du vaccin, de la vaccination potentiellement. Mais est-ce qu'on a le droit de vous menacer ou d'exercer ce droit? Premièrement, le fait d'être dans l'impossibilité de se déplacer, ça constitue une torture selon la Convention de l'ONU de 1984. Secondement, infliger sciemment une pression aiguë, une pression forte, en vue de faire pression justement, de porter le masque, le vaccin, etc. C'est aussi une torture selon les termes de l'ONU, infligée, si elle est infligée par un agent de la force publique, en l'occurrence le gouvernement. Si c'est impulsé par le gouvernement, c'est une torture. Et ça, c'est punissable, évidemment. Alors, sauf s'il s'agit de sanctions légitimes. Si on nous promet des sanctions qui seraient légitimes, en quelque sorte. Si vous ne venez pas avec votre masque, vous serez puni parce que, par exemple, parce que vous êtes contaminant et que vous êtes un danger pour la population. Voilà. Alors, nous disons que ces mesures-là, en l'occurrence, elles ne sont pas légitimes. Car il n'y a plus de constitution depuis au moins 2008 et il n'y a plus de république non plus. Donc déjà, ça donne un cadre dans lequel c'est clair, c'est net, il n'y a plus forcément de légitimité puisqu'il n'y a plus de cadre légal depuis au moins 2008 avec l'écroulement de la constitution et de la Ve République. Alors dans la République, dans l'ancienne République, si je puis dire, la Ve, lorsqu'elle tenait encore debout, la loi ne peut interdire que des actions nuisibles à la société. Ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui constitue encore aujourd'hui le socle du bloc constitutionnel, qui est composé justement de la DDHC, qu'on vient de nommer, du préambule de la Constitution de 1946, et justement de la fameuse Constitution de 1958, qui est écroulée. Elle est patraque, par terre. Mais il reste la DDHC. Donc ça, c'est important. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer, puisqu'il n'y a plus que ça. A-t-on isolé le virus du Covid-19? Alors, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne, mais pas du tout. J'ouvre un chapitre. Est-ce qu'on a isolé le virus du Covid-19? À ce jour, non. Non. On n'a pas isolé de variant non plus. Non, on n'a rien vu. Et on a même la preuve que ce soi-disant virus, il ne touche pas les cellules humaines.
Il touche les cellules de reins de singes sur lesquelles les expériences ont été faites. Mais les cellules humaines, non, en l'occurrence. Et puis, il n'y a pas d'épidémie. Alors, on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, on a toujours le même nombre de personnes en France. Il n'y a pas eu des milliers ou des centaines de milliers de personnes disparues des affiches. Il y a eu bien sûr des morts, hein, bien sûr, comme tout le temps, mais morts naturelles, que ce soit des accidents de voiture ou que ce soit des accidents cardiaques. Voilà, toujours les cancers, bien évidemment, voilà, un certain nombre de maladies classiques qui existent toujours, évidemment, mais dû à un Covid-19 ou à un virus quelconque, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de pandémie et encore moins d'épidémie. Donc, en absence de cette épidémie, on n'a aucune preuve de l'efficacité d'une mesure Covid-19 puisqu'il n'y a pas d'épidémie. Comment voulez-vous faire la preuve qu'un système de guérison fonctionne alors l'épidémie est partie dans la nature, on la voit pas. Donc ça, c'est compliqué. Alors, pour toutes ces raisons-là, les lois deviennent illégitimes puisqu'on est en train de nous protéger contre quelque chose qui n'est pas vu, pas démontré, pas compris, pas identifié. Alors, voilà. Alors qu'on nous dit, on nous balance, excusez-moi l'expression, mais des lois qui nous disent, qui sont coercitives autour de tout ça et qui sont de fait illégitimes puisque je rappelle qu'on ne peut, de par la loi, interdire que des choses nuisibles à la société. Où est la nuisance? Il n'y a pas de nuisance. Donc loi illégitime. C'est un crime contre l'humanité dans ce cas. Bah oui, parce qu'on a mis en place une coercition, on a privé d'un certain nombre de droits le peuple français, que ce soit le droit de circuler, voilà, et on a privé de ses droits naturels, et voilà, et en l'absence de l'épidémie, en l'absence de tout ce qu'on vient de dire, ces lois sont illégitimes et ça constitue un crime contre l'humanité au terme de l'article 212-1 du Code pénal, suivi de torture mentale, parce qu'il y a violation grave de nos libertés physiques. Donc on est dans la torture mentale. Hein. C'est un crime contre l'humanité, car on fait du mal pour faire pression contre des personnes. C'est donc une torture, ça, imposée par le gouvernement. Et privation de liberté, empêcher de rentrer chez soi, pas chez soi, mais empêcher de rentrer sur son lieu de travail une personne qui est du métier des soins, et on lui dit non, tu rentres pas, vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas votre vaccin, bah ça c'est de la torture mentale. Et c'est une violation grave de notre liberté physique, et c'est un crime contre l'humanité parce que nous n'avons pas la démonstration que ce Covid-19, tout simplement, il existe. On l'a pas vu, hein, on a entendu parler, mais on l'a pas vu. C'est un peu comme si on disait, j'ai entendu parler que, je vous prive de vos libertés, vous pouvez passer par là, c'est fini pour vous. Voilà, c'est sur des on-dit en fait. On est actionné sur des on-dit. Voilà. Quand c'est pas sur des chiffres qui sont totalement faux, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, donc c'est à ceux qui prennent ces mesures coercitives, c'est-à-dire le gouvernement. C'est à eux de nous apporter la preuve de ce qu'ils avancent. En droit, c'est comme ça que ça se passe. Vous dites une chose, ok, prouvez-le-moi. Pour l'instant, on n'a pas la preuve. Hein. On n'a pas la preuve que le Covid-19, on l'a isolé. C'est pas la première fois qu'on a l'occasion ici de dire que on n'a jamais eu la preuve de l'existence de ce Covid-19. C'est pas la première fois. Sauf que plus on le dit, et moins on a des coups. Et moins les gens se précipitent pour nous dire si, on a la preuve. Non, ils n'ont pas la preuve. Personne n'a la preuve. Et ça, c'est pas nous qui le disons, ce sont des scientifiques. Voilà. Donc la charge de la preuve en droit, ça a un sens. Donc si la charge de la preuve qui ne nous incombe pas, nous qui subissons les conséquences des mesures coercitives qui sont prises par le gouvernement, c'est au gouvernement de faire la preuve. C'est pas à nous. Il n'a pas fait la preuve, donc ça marche pas. Ces lois, elles sont iniques. C'est un crime contre l'humanité. C'est comme ça que ça s'appelle. Violation du droit international qui dit qu'on ne peut pas faire quelque chose contre votre libre consentement. Et oui, si vous êtes consentant pour dire oui, moi la vaccination j'en veux parce que je connais pas le Covid, je l'ai pas vu sous entre deux lamelles, mais je suis très intéressé à me faire vacciner parce que je trouve qu'effectivement c'est une bonne idée. Si c'était ce cas-là, je dirais youpi, que tout le monde aille se faire vacciner, la fleur au fusil, comme on dit, c'est-à-dire avec beaucoup de joie. Hein, voilà. Mais c'est pas le cas du tout. On rappelle que les personnes vont se faire vacciner parce qu'elles y sont obligées, sous le poids d'une propagande et d'une coercition.
d'une obligation. Si vous n'y allez pas, il va se passer des choses. Vous savez, il y a des expériences qui ont été faites en termes humains pour justement pointer ce genre d'attitude. C'est-à-dire que si je suis libre de faire les choses, eh ben j'arrête. Par contre, si j'ai un poids sur la tête de quelqu'un, une autorité dans le dos qui m'oblige à le faire, ah ben je vais le faire. Oui, je vais le faire. Ben, jusqu'à ce que l'autorité s'éloigne un peu, et à ce moment-là, je vais arrêter de le faire. Tout à l'heure, on parlait des masques dans la rue en France, c'est un peu ça. Je pense que tant que l'autorité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, ne vient pas vous voir pour vous dire, monsieur, il faut mettre le masque sur le nez, voilà, vous ne le mettez pas. Et puis quand le gendarme il est parti, vous le baissez, parce que voilà, pas vu, pas pris, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Donc ce consentement, il n'est pas donné librement. C'est-à-dire que les personnes, elles le donnent pour pouvoir accéder à une solution qu'elles avaient avant, mais que on va dire, cette pandémie qui n'existe pas, les en a privés. Voilà, ça les en a privés. Donc, pour retrouver leur liberté d'avant, ils se mettent, en position de se faire vacciner. Voilà, tout simplement. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait au sein du CNT? On fait des documents qui disent quoi? Alors, premièrement, ces documents, ce ne sont pas des plaintes. On n'envoie pas de plainte. Ça nous intéresse pas trop. D'autres le font. Le gouvernement reçoit des plaintes à l'appel. L'inconvénient des plaintes, c'est qu'elles disent les choses, peut-être, effectivement, mais qu'elles les renvoient vers un futur lointain. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de procès, tant qu'il n'y a pas ça peut faire 2 ans, 3 ans ou jamais, puisqu'une partie des plaintes va être mise à la poubelle par les préfets, par les juges, etc. Donc voilà, pour pas dire la majorité. Nous, on passe par d'autres systèmes. Alors, le système juridique, c'est soit une sommation, on a déjà fait des sommations, soit une mise en demeure, on a fait aussi une mise en demeure, soit une notification. Alors, c'est les 3 systèmes qui ont l'avantage de dire les choses, de dire « on vous a vu, mesdames et messieurs, on a vu vos exactions par rapport à la loi, et on aimerait bien que vous corrigiez le tir. » Parce que si vous corrigez pas le tir, là, il va vous arriver des bricoles. Alors déjà, rien que le fait de divulguer les choses qui ne sont pas connues par le grand public, rien que ce fait-là est important. C'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas connues du public. Dire, voilà, vous êtes, mesdames et messieurs, si vous continuez à obliger ou à mettre dans l'obligation ces personnes de se faire vacciner, par exemple, vous enfreignez tel article de la loi, etc., etc. Alors là, ça fait forcément réfléchir. D'autant que ces personnes qui prennent ces initiatives, bien souvent, sont, entre guillemets, couvertes par leurs supérieurs, qui leur disent il faut absolument que tout le monde soit vacciné, mais qui ne leur donnent pas pour ça une autorité particulière. Elles prennent cette initiative de leur propre autorité, toutes fortes qu'elles sont, de l'impression que leur hiérarchie va les couvrir. Mais c'est là qu'elles se trompent. Et c'est ça que nous leur donnons comme information principale dans les courriers que nous leur faisons parvenir, c'est de dire, attention, mesdames et messieurs, qui avaient pris l'initiative d'interdire l'accès à des salariés, etc., à des patients, à un espace commun, eh bien, cette initiative-là peut se retourner contre vous le jour où il est prouvé que, il y a des conséquences néfastes au vaccin, par exemple. C'est un exemple. C'est vous qui allez prendre cette responsabilité, ça n'est pas l'État français, ça n'est pas votre hiérarchie. Et ça, c'est un point important. On a ainsi la possibilité de stopper toutes les personnes qui ont des velléités, comme on dit, qui se prennent pour des deus ex machina, qui se prennent pour les dieux, et qui disent, si vous ne voulez être pas vacciné, vous rentrez plus. Ou mieux encore, monsieur, vous êtes malade, vous souffrez de telle maladie, bienvenue aux urgences, mais vous savez, je peux rien faire pour vous tant que vous n'êtes pas vacciné. Qu'est-ce qu'on fait? Et si la personne n'a pas envie de se faire vacciner, elle meurt, ou on fait comment, là, dans l'urgence? Voilà. Donc, il y a vraiment des questions de déontologie. Et il y a des questions par lesquelles on s'aperçoit peut-être certains médecins perdent le cap. C'est-à-dire que je rappelle que les médecins, ils ont signé ou ils ont déclaré le serment d'Hippocrate, par lequel la première chose à faire chez un malade, c'est de ne pas lui nuire, primo non nocere. Donc ça, c'est un terme spécial et qu'ils connaissent très bien. Avant toute chose, ne pas nuire. Donc là, s'il refuse de soigner quelqu'un au motif qu'il n'a pas été vacciné, mais qu'il est en train de mourir, c'est quoi ça? C'est une non-assistance à personne en danger? C'est une rupture par rapport au serment d'Hippocrate, qu'on m'explique. Et il y a toute une partie des médecins qui sont dans ce cas-là. J'ai le cas d'un médecin, justement, que je vais vous citer, qui était un collègue, enfin un ami, on va dire. Et lui, il a failli en mourir. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain, justement, en assistance respiratoire grave, avec le SARS-CoV-2, et voilà. Et on lui a dit, vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir. Voilà, on a dit ça à sa femme, à ses enfants, etc.
Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'est pas mort. Ah, c'est une excellente question. Alors, il n'est pas mort, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a glissé dans le creux de l'oreille de son épouse, qui elle-même est une soignante, va vite me chercher de l'ivermectine. Alors, moi, je suis pas un promoteur de quelques médicaments que ce soit, mais il semblerait que l'ivermectine lui ait sauvé la vie, en l'occurrence. Et que grâce à ça, il a pu, se remettre et sortir de la zone rouge, deux, dire à son épouse, surtout, emmène-moi à la maison, ramène-moi à la maison, car ils sont en train de me tuer. Parce que, à part le ventiler, il n'avait aucun soin d'autre que ça, la ventilation, c'est tout. Et on le regardait se débattre avec sa ventilation mécanique. Et il était condamné à terme, hein, à court terme, même d'après certains médecins qui ont annoncé sa mort à son épouse et à ses enfants. Voilà, un exemple. Hein, ce que je dis là, ça n'est pas du tout utopique. C'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose, un témoignage direct reçu. Et je suis persuadé qu'il y a des centaines, voire des milliers de témoignages de cette nature. J'en profite pour dire que nous sommes preneurs de ces témoignages. J'en profite pour dire que sur contact@conseilnational.fr ou .tv, .tv, je crois, oui, .fr, excusez-moi, je récapitule, contact@conseilnational.fr, vous pouvez nous dire, voilà ce que j'ai vécu. Écrivez-nous en quelques phrases, en des paragraphes, ou avec un dossier complet si vous souhaitez. On est preneur de tout ça. Pourquoi? Parce que les statistiques qu'on nous envoie par la télé, on a une foi un peu faiblarde vis-à-vis de ces informations-là. Et puis deux, on n'a aucune raison de penser on n'a aucune raison de penser que les gens qui viennent témoigner sont des bonnes personnes. Ça peut être des comédiens, des acteurs, tout ce qu'on veut. Alors que nous, on va faire un creuset de personnes qu'on aura pu identifier, nom, adresse, prénom, etc., moralité, niveau de fiabilité de son témoignage, et puis surtout, éventuellement, dossier médical. Donc, avec tout ça, on va pouvoir monter une base et on va pouvoir démontrer un certain nombre d'exactions qui sont tout à fait en infraction avec les règles élémentaires, soit de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, soit d'autres règles. Voilà. Donc, voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, violation du droit international qui dit qu'on ne peut pas faire quelque chose sans votre libre consentement. Bah oui, sans que vous n'avez pas consenti, on ne peut pas intervenir sur votre corps. Et je rappelle également qu'il ne s'agit pas de vaccination, mais qu'il s'agit d'expérience médicale ou voilà, comment appelle-t-on ça, je trouve plus le terme, en tout cas d'expérience médicale. Donc, s'agissant d'expérience médicale, ça ne sont pas des vaccinations. Donc, on ne peut pas vous obliger à vous faire vacciner avec quelque chose qui n'est pas un vaccin, justement. Ça n'est pas un vaccin au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça n'est pas une souche identifiée avec une atténuation de la souche qui vous est injectée pour faire travailler vos anticorps et venir à bout du mal, en quelque sorte. Hein. C'est pas ça du tout, c'est autre chose. Et cette autre chose-là, on va pas le développer ce soir, mais le sujet du soir, c'est comment on fait pour retrouver son travail quand on a été exclu d'un hôpital et qu'on est une infirmière, par exemple. Quand on nous a dit, non, vous n'êtes pas vacciné, lundi, restez chez vous. On fait comment? Alors, effectivement, premièrement, envoyer ces fameuses notifications qui disent des choses extrêmement plus clairement que moi ce soir, qui disent des choses extrêmement plus précisément et qui s'adressent quasiment à des juristes. C'est-à-dire que je mets au défi toute personne qui n'a pas fait du droit dans sa vie de tout comprendre de ce document. Mais c'est pas ça le fond du problème. Ce document, il n'est pas destiné à des personnes lambda, il est destiné à des juristes d'en face et qui vont dire, ah bah oui, cher monsieur, cher client, effectivement, s'il arrive quelque chose, c'est sur vous que ça tombe. Hein. Donc, prenez bien vos dispositions pour que vous soyez pas tenu pour responsable de la prochaine hécatombe, voilà, et surtout que vous soyez pas pris dans le maelstrom d'un revirement de situation qui pourrait quand même vous coûter plus que votre place. Hein. Ça va loin, hein. Parce que les crimes contre l'humanité, même si vous n'êtes qu'un représentant de l'État, c'est quand même c'est du temps de prison, quoi. Voilà, hein. Donc à partir de là, lorsque les personnes sont informées, elles deviennent réticentes et elles changent forcément leur fusil d'épaule. Et elles vont se tourner vers une hiérarchie qui va leur dire, c'est vous les patrons, faites ça bien pour qu'on n'ait pas d'ennui, pour l'exclamation. Mais sous-entendu, moi je m'en lave les mains, c'est plus mon problème, c'est le vôtre, c'est vous qui avez décidé l'obligation vaccinale. Voilà. Alors je me remets dans la tête et dans la peau d'un infirmier ou d'une infirmière qui vient de perdre son job. Que faire? Premièrement, envoyer cette lettre à sa direction directement. Elle n'est pas obligée de le mettre à son nom, mais c'est mieux de le mettre en recommandé avec accusé de réception. Voilà. Envoyer cette lettre, c'est important. Envoyer cette notification qu'elle trouve sur le site, encore une fois, le même que tout à l'heure, conseilnational.fr, et vous allez trouver toute une série de courriers en cherchant. Vous allez tomber dessus, vous allez tomber sur les notifications, vous allez tomber sur la sommation, et vous allez également tomber sur la mise en demeure, tout simplement. Vous choisissez le papier qui vous semble le plus adapté, et vous l'envoyez à votre hiérarchie. Et puis là, vous laissez passer pas les jours, mais les heures. Et surtout, vous vous pointez le lendemain sur votre lieu de travail.
Et vous ouvrez la porte comme si de rien n'était. Et là, la dame ou le monsieur va vous dire, ah non, mais vous pouvez pas. Ah bon, vous êtes sûr? Ouais, vous pouvez pas. Vous êtes sûr? Ouais. Bon, vous fermez la porte et vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous faites la même chose. Je vous garantis qu'au bout de 3-4 jours, il y aura des réactions. Je vous garantis qu'il y aura des gens qui vont dire, bah, finalement, on a trouvé une solution. Alors, c'est possible, mais à condition que, enfin, des arrangements vont devenir possibles. Et là, on compte sur votre témoignage. Voilà ce que je voudrais dire pour aider les personnes qui nous disent comment je fais, je sais pas comment y aller, etc. Donc, le courrier, en recommandé, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Comme ça, là, les gens qui vont recevoir le document vont se dire, ah bah oui, ça c'est du droit, c'est rien que du droit. Et ce que j'apprends me fait tomber la feuille des mains, quoi. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, c'est sur moi que ça tombe. Mais ça, ma hiérarchie me l'a jamais dit. Eh oui. Et là, ça fait réfléchir. Donc effectivement. Alors là, on change un peu de fusil d'épaule. Et comme les choses changent, on a évoqué tout à l'heure le fait, par exemple, que le Sénat français avait retoqué l'idée de rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Comme on voit qu'un pays comme la Pologne est en train de prendre une mesure radicale en disant les mesures Covid, on n'en veut plus. Demain, on va peut-être s'apercevoir que toutes ces mesures, 1, étaient inutiles, 2, étaient dangereuses, 3, étaient marquées de la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui ont pris des initiatives hasardeuses. Voilà. Le vent peut tourner très vite. Donc, à toutes ces personnes qui nous écoutent, que ce soit du côté des consommateurs, c'est-à-dire des infirmières qui se sont vues refuser l'entrée de l'hôpital, ou que ce soit de la part de l'hôpital et qui écoutent ce que nous disons ce soir et qui vont recevoir des lettres, ça c'est sûr. Eh bien, il faut que ces deux catégories de personnes prennent conscience qu'elles sont victimes de la même chose. Et je crois que plutôt de les opposer l'une à l'autre, il faut au contraire faire en sorte qu'elles se comprennent, qu'elles s'associent et que ça se passe bien. Et je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Parce que dans un cadre qui est différent de celui des soignants qui sont sous le coup d'un oukase qui leur est tombé dessus le 15 septembre dernier, c'est-à-dire faites-vous vacciner ou changez de métier, eh bien, il y a d'autres cas de figure. Donc, on a aussi des directions d'établissements scolaires. Et on a un exemple très précis d'un adhérent chez nous qui a adhéré justement parce qu'il a trouvé sur notre site des documents qui lui plaisaient bien. Et il a envoyé la notification ou un document plutôt qui s'appelle la mise en demeure à un responsable d'établissement scolaire pour lui dire, bah, monsieur, moi, je veux pas que ma fille soit vaccinée. Et voilà ma lettre. Voilà la lettre que je vous envoie à son nom plus accusé de réception, etc. Et il a obtenu en retour quoi? Oui, monsieur, d'accord, pas de problème. Votre fille, on va lui fiche la paix, et puis elle va être mélangée à tout le monde. À la récréation, elle sera avec ses petits camarades et pas dans un coin, etc., etc., etc. Donc là, il y a une prise de conscience de la part d'un chef d'établissement que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais je suis assez à l'aise pour imaginer sa démarche d'esprit. Recevant un SCUD, c'est-à-dire une arme de destruction, je parle de documents qu'on envoie, c'est pas des petits trucs. Il a lu ça de A à Z, il a dû le transmettre à ses juristes qui lui ont dit, bah oui, tout ce qui est dans ce document, c'est vrai, et tous ces risques-là, vous les prenez. Ah, ok, d'accord, très bien. Moi, je suis proviseur d'un lycée, je me tourne vers mon hiérarque, ma hiérarchie, et je demande à l'académie, au recteur d'académie, monsieur, est-ce que vous me couvrez si jamais il y a un problème vaccinal, etc. Et le recteur, il va lui dire, mais non, monsieur, je ne couvre pas. Ah bon, vous ne me couvrez pas? Bah non, je fais comment? Bah vous faites comme vous sentez. Ah bah je vais faire comme je sens. Et voilà comment il sent, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, il se débarrasse d'un problème. Si des parents viennent me voir en lui disant, vous vous rendez compte, monsieur le directeur, j'ai dans les classes de chez vous des enfants qui sont vaccinés. Et j'ai voulu qu'ils se vaccinent pour qu'ils soient bien protégés. Et vous êtes en train d'accepter des gens dont les enfants ne sont pas vaccinés. Oui, c'est tout à fait vrai, mais regardez le papier, il est écrit que si jamais il arrive quoi que ce soit, c'est moi qui pars en prison. Est-ce que vous voulez prendre monsieur père, monsieur parent d'enfant, monsieur parent d'élève vacciné? Est-ce que vous voulez prendre cette responsabilité à ma place? Ah bah non. Bah donc voilà, donc ça va se passer comme ça. Ah bah d'accord. Donc voilà, tout le monde est renvoyé dans ses 22, comme on dit le rugby, c'est-à-dire à sa place initiale et au sens propre du terme, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire ce directeur? Ben, il ne va faire que rétablir la situation d'avant. D'avant quoi? D'avant cette crise sanitaire où tout le monde pouvait se vacciner contre ce qu'il voulait, sans que ça gêne personne, alors qu'aujourd'hui on impose tout à tout le monde sans savoir ce qu'il y a dans la seringue. Voilà un petit peu cet avancement aujourd'hui, ce que nous vivons et les conseils qu'on peut donner à tout le monde pour répondre à la question comment je fais pour me débrouiller tout seul face à un employeur, face à un directeur d'établissement. Et voilà. Est-ce que j'ai été clair pour vous, messieurs? C'était plutôt pas mal, merci Philippe. Par contre, pour nous contacter, c'est contact@conseilnational.tv.
Ah, ça y est, je savais que je faisais une erreur. C'est .tv à la fin. Bon, je recommence. contact@conseilnational.tv. Et Voilà, ça va TV. s'afficher juste en dessous. Voilà, ça sera bien. Donc Je voilà. voudrais compléter un peu ce que tu disais, Philippe. Euh, toutes ces actions qu'on fait au niveau du CNT pour donc permettre aux gens de se défendre sont extraordinaires et vraiment beaucoup de gens en profitent. Par contre, il y a des questions qui reviennent souvent que moi j'entends de mon côté et qu'on entend nous aussi souvent, des questions et des objections qu'on nous fait. On nous dit oui, mais ce que vous faites, c'est bien au niveau du CNT, mais ça n'aura jamais un retentissement national pour détruire ce système qui nous opprime. Et on nous dit pourquoi ne faites-vous pas une action en vous intégrant dans la République, par exemple, en vous présentant aux élections, etc. Des centaines de personnes l'ont fait. À commencer par, je pourrais citer Jean Lassalle, je pourrais citer Asselineau, le dernier en date étant Philippot. Alors, ils font des choses bien, ils essayent de se manifester, ils essayent d'intervenir pour se présenter donc, aux élections pour essayer de changer le système. Le problème, il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'à partir du moment où ce sont des petits candidats, ils ont très peu d'audience donc à la télévision. On privilégie toujours les plus gros. Et deuxième chose, il faut sortir de l'argent. Et quand vous n'arrivez pas à 5%, eh ben vous perdez tout l'argent que vous avez investi. Et troisième chose, il faut 500 parrainages. Et c'est des parrainages de maires qui sont la plupart du temps, dans 90% des cas, membres de différentes sectes, y compris la franc-maçonnerie. Donc, ils sont complètement noyés dans l'oligarchie et ne veulent surtout pas changer le système. De plus, on a des hauts fonctionnaires qui, eux aussi, ne veulent pas changer le système et qui se serrent tous les coudes. Donc, on pourrait se dire, le CNT pourrait s'engager, comme l'a fait par exemple Éric Fiorile, pour se présenter aux élections présidentielles. Nous, on pense au CNT Canal Historique que c'est peine perdue, que c'est, je dirais, je ne vais pas dire stupide, mais bon, que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, parce qu'à partir de là, comme l'ont fait tous les petits candidats dans le passé, ils ont fait de la figuration, ils ont dépensé de l'argent, ils ont perdu de l'argent, ils ont éveillé quelques personnes, et voilà. Nous, ce qu'on pense, c'est utiliser d'autres armes. Et les deux armes que nous avons, ce ne sont pas des armes dangereuses au niveau violence, parce qu'on est totalement non violent. C'est, première chose, ce que tu as dit, Philippe, c'est-à-dire toute une série de documents et d'informations qu'on diffuse à la population. Et comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Petit à petit, les gens s'éveillent et commencent à se défendre. Donc, cette première arme, c'est le droit. Et la deuxième arme que nous avons, c'est l'information. C'est d'informer tout le monde, d'informer la population, d'informer aussi les forces armées, d'informer la police, d'informer la gendarmerie, parce que en dehors des médias officiels, il existe maintenant, on a la chance maintenant d'avoir Internet et d'avoir d'autres moyens d'information parallèles qui permettent d'informer la population sur ce qui se passe réellement. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que petit à petit, les choses vont évoluer et on va arriver à une masse critique où la population va vraiment complètement se réveiller. J'ai constaté moi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, que de moins en moins de gens portent le masque. J'ai constaté aussi que de moins en moins de contrôles sont faits par les forces de l'ordre, parce que ces forces de l'ordre sont en train de prendre conscience qu'au lieu d'être des forces de l'ordre affiliées directement à un pouvoir dictatorial, elles devraient être ce qu'elles auraient toujours dû être, c'est-à-dire des gardiens de la paix, qui défendent et qui protègent le peuple. Comme il est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, la force armée et la force policière ou la force de gendarmes est là pour protéger le peuple et ne dépend que du peuple. Donc, à partir de là, nous informons la population, nous leur donnons à toute la population les outils dont Philippe a parlé tout à l'heure pour vous défendre, pour nous défendre, qui sont donc sur le site conseilnational.fr, que tout le monde peut consulter. Et d'un autre côté, nous utilisons le droit pour mettre en demeure et pour sommer toutes ces personnes qui dirigent
cette oligarchie qui nous opprime, de rendre des comptes par rapport à ce qui va se passer un jour, parce qu'on aura un jour, et j'en suis convaincu, un procès comme le procès du Nuremberg, où tous les anciens nazis qui, soi-disant, obéissaient aux ordres, eh bien, ont dû rendre des comptes. Et là, c'est une opération mondiale qu'on est en train de subir, et je pense que la vérité va sortir et qu'à partir de là, le CNT aura eu raison d'agir comme il agit actuellement, c'est-à-dire par le droit et par l'information. L'histoire se ressemble, Bruno, puisque en 39-45, on avait vu une disparition des forces publiques, hein, donc la police, etc. Plus de 80% étaient absents, il n'y en avait que 20% qui faisaient le métier. Et actuellement, on rencontre exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% des forces policières qui sont en congé maladie. On comprend bien pourquoi. Exact. Oui. Je crois qu'il y a plus de 30 000 policiers qui se sont mis en congé maladie parce qu'ils ne supportaient plus d'obéir à des ordres liberticides. Passer tous les week-ends à faire de la réprimande, et puis voilà, quoi, ne plus avoir de vie de famille, ne pas être payé pour ses heures supplémentaires, ne pas être respecté. Autant de choses. Alors, concernant la République que tu as évoquée, effectivement, au sein du CNT, on ne souhaite pas de compromission. Hein, c'est-à-dire que la République, on pense que c'est quelque chose c'est un système qui, en tout cas, est mourant. On en est à la numéro 5. On n'a rien contre le mot, on ne veut pas se payer de mots, mais simplement le principe du vote, simplement le principe que cette République soit noyautée, je dirais même envahie par des sociétés secrètes dont on sent bien qu'elles sont à l'origine des lois, tout simplement, hein, et qu'on n'a pas du tout envie que ça continue. Eh bien, voilà, la compromission, non, on peut pas dire on va passer par ce système. Non, parce que si on passe par ce système, on passe par le filtre de ce système et on devient un acteur de ce système et rien d'autre. On peut pas faire autrement. Donc il faut forcément s'en éloigner. Alors c'est vrai aussi que nous avons par instant la nécessité de passer par les lois de la République. On est bien d'accord. Simplement, vous remarquerez avec moi que j'ai employé souvent le terme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est venu avant la République et qui est intemporel, qui est vrai quelles que soient les gouvernances. Et aujourd'hui, il se trouve qu'elle est la pierre angulaire de notre Constitution, puisqu'encore une fois, celle de 1958 est réputée écroulée, disparue. Donc, il faut bien que nous avancions avec des lois. Alors, ce sont des lois internationales dans le cas du CNT, qui a été déposé auprès de l'ONU. Ça, c'est des lois internationales. Ce sont aussi des lois internationales lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité. On pense effectivement au code Nuremberg, sur lequel on n'est pas revenu ce soir, mais on pourrait le faire. Mais on s'appuie aussi de temps en temps sur des termes de la République qui sont issus de la République, qu'on est obligé de conserver parce que sinon, nous n'avons plus de pont avec cette organisation républicaine et nous n'avons en particulier plus de pont avec les corps constitués qui ne nous voient plus. C'est un peu comme si on n'est plus visible, quoi. Donc, à un moment donné, on est obligé de composer. Alors, on est dans une forme de composition, mais on n'est plus dans une forme de compromission qui consisterait à passer par l'élection républicaine pour faire avancer nos idées. Ça, c'est fini. Ça. Du côté du CNT, c'est clairement identifié comme n'étant plus une solution. Voilà. Tu as tout à fait raison, Philippe. Et en fait, ce que fait maintenant aussi le CNT, c'est d'informer les médias, d'envoyer des informations précises aux médias concernant donc le droit, concernant tout ce qui ne va pas dans le système et toutes les lois qui sont bafouées. Et donc, on informe les médias, on informe la population et on informe et on informe et on informe. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on a des retours, on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent, aussi bien des simples citoyens que aussi des gens qui étaient avant des lanceurs d'alerte, que ce soit des infirmiers ou des infirmières, que ce soit des gens comme Jean-Didier Garofalo ou Jean Robin qui sont venus parler au CNT, et puis d'autres personnes qui petit à petit viennent et commence à comprendre qu'on offre au CNT, grâce au fait qu'on s'est déclaré à l'ONU comme étant donc un organisme totalement donc légitime, eh bien ça nous sert un petit peu, je dirais, de parapluie pour permettre d'accueillir toutes les personnes qui veulent agir non pas dans la violence, mais dans la légalité et dans le droit, pour rétablir le droit et pour rétablir donc le pouvoir que le peuple aurait toujours dû avoir et qui a été bafoué, et pour redonner la souveraineté aussi bien au peuple français qu'à la France elle-même. Voilà ce que je voulais dire pour compléter tes propos, Philippe. Non, mais écoute, tout à fait. Donc, très intéressant. Moi, j'aurais aussi précisé que le CNT se réorganise.
parce que les choses ont avancé très vite et très fort entre le mois de mars dernier et maintenant, en termes d'organisation interne. Alors que ce soit des personnes, mais c'est pas tellement ça le problème, c'est on a beaucoup de personnes qui ont souhaité faire partie d'un comité d'organisation pour mettre à exécution un petit peu toutes ces choses un peu théoriques. On a souvent parlé des commissions sur lesquelles nous avons travaillé pendant quelques semaines et qui ont donné un rendu extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'organisation interne et surtout la projection. Donc, dans tous ces moments-là, il faut à la fois la réflexion de tous et il nous faut la réflexion de celles et ceux qui sont avec nous, pas évidemment ceux qui sont contre nous. Hein. Ils sont pas nombreux d'ailleurs, mais on est quand même assez vigilant par rapport désormais à ce que j'appellerais moi la sécurité ou en tout cas l'identification des personnes qui nous rejoignent. C'est vrai qu'historiquement nous avons eu, c'est pas du tout un secret de le dire, une tendance à accueillir un peu tout le monde, ce qui fait un petit peu, ça fait un petit peu hall de gare où ça fait, je dirais que la possibilité que tout le monde puisse nous rejoindre. Bon, c'est très sympathique, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se garantisse que les personnes qui nous rejoignent, aient bien compris le message du CNT, y adhèrent, et pourquoi pas demain sont en mesure de le diffuser par elles-mêmes. Hein. Voilà, il faut porter la bonne parole. Alors cette bonne parole, je le rappelle, ça n'est pas du tout celle d'un parti politique, puisque le CNT définitivement n'est pas un parti politique, mais c'est justement une solution pour que des personnes qui avant avaient l'habitude de porter leurs idées au sein de partis politiques puissent désormais se faire à l'idée que ces idées-là, elles pourront les porter elles-mêmes et pas avec des représentants au sein de commissions. Donc, nous appelons toutes ces personnes à nous rejoindre pour travailler sur des commissions, nous donner des sujets de travail, car nous avons les compétences humaines pour justement traiter un certain nombre de sujets. Nous avons une petite expérience, je dirais pas une expertise, ça serait un grand mot, mais une petite expérience de la meilleure façon de mener ce type de réunion, qui se passe en général très bien, puisque nous ne sommes plus en présentiel, mais en salle Zoom ou autre logiciel, peu importe. Et c'est vrai que le confinement y est pour beaucoup, ça nous a obligés à commencer à raisonner à distance avec des solutions techniques. Et c'est vrai que ces solutions techniques, elles sont valables avec ou sans pandémie. Hein, ça marche aussi bien. Hein. Lorsqu'on veut faire une réunion sur toute la France, c'est quand même plus pratique derrière un écran que de se mettre en présentiel. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc on a toute cette petite expérience derrière nous. On a de nombreuses personnes qui nous encouragent. On est encouragé par l'extérieur, on est vu par certains corps constitués de la meilleure des manières possibles. Bon, tout ça sent bon. Compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution des sociétés, de ce qu'on a vu qui se passe par exemple en Australie, j'y reviens, sur cette madame, je sais plus son nom, et je vais pas l'écorcher, présidente de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a finalement dû donner sa démission parce qu'elle était soi-disant prise dans un réseau de corruption, alors qu'en fait, la vraie difficulté que le peuple avait avec elle, c'est qu'elle voulait vacciner tout le monde, tout simplement, hein, et que ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, en prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, avec ce genre d'idée, évidemment, elle a fini par sortir avec perte et fracas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'en France, on ait la tentation de ce genre d'attitude. Il ne faut pas que nos dirigeants se sentent à l'aise avec ce genre de projet. Parce que si c'était le cas, évidemment, ils le reculeraient, je pense, parce que ça serait pas très bienvenu de le faire. Le peuple français, je pense aussi, ne se laisserait pas du tout faire à ce niveau-là. Voilà, donc on est en contact au sein du CNT avec un certain nombre d'autres groupes. Alors ces autres groupes, ils sont welcome, hein, c'est-à-dire on discute avec ces groupes. S'ils ont des idées de droite, eh ben, ils les feront valoir en commission. S'ils ont des idées du centre, ils les font valoir en commission. Et pareil pour les idées de gauche. Mais je rappelle à toutes fins utiles, c'est que lorsque nous sommes dans une logique de changement de paradigme telle que le CNT le propose, eh bien nous perdons ces lignes de fracture qui sont la gauche, le centre, la droite, pour arriver simplement à la notion de bonheur universel au travers d'un certain nombre de on va dire de facilités économiques, hein, tout simplement, et notamment du revenu universel inconditionnel. Et ce revenu universel inconditionnel, il est versé dès le début à toute personne, hein, en plus de ses revenus déjà acquis, quoi. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et qui vont permettre aux personnes de ne pas vouloir se marcher les uns sur les autres pour arriver plus haut que l'autre, pour simplement arriver à respirer, car aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on nous propose. Avec cette tyrannie sanitaire, on nous propose de se marcher les uns sur les autres pour simplement être amené à respirer, quoi. C'est-à-dire que si je ne suis pas piqué, si je n'ai pas mis mon masque, si je n'ai pas ma distanciation sociale,
eh bien, je ne pourrais pas respirer socialement, c'est-à-dire que je ne pourrais pas aller voir mes petits-enfants, je ne pourrais pas aller boire un café tranquillement dans un bar, etc., etc. Donc, on nous coupe un petit peu l'oxygène et ça devient compliqué. Donc voilà. Donc ce que je voudrais dire, je reviens simplement au groupe qui nous approche, qui nous disent, mais si on se rejoint avec vous, on sera beaucoup plus fort, etc. Bon, peut-être effectivement, mais je leur dis moi, restez vous-même, soyez vous-même et ne parlez du CNT que lorsqu'il s'agit de mettre les choses en place, lorsqu'il vous aurez besoin du cadre juridique pour y aller. Et pour l'instant, mettez-vous effectivement pas dans la rue sous une forme ou sous une autre, mais manifestez votre mécontentement parce que nous avons besoin de la manifestation du nombre pour que les corps constitués avancent un pied, tout simplement. Donc, nous sommes avec vous et modestement qui nous sommes, bien entendu, que samedi, on va pouvoir vous aider en allant également à certaines manifestations, mais pas pour donner des slogans du genre le pass sanitaire, on n'en veut plus. Ça, c'est un petit peu, de notre point de vue, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu faible. Voilà. Alors que si l'on dit non au crime contre l'humanité, là, c'est beaucoup plus explicite. Ça parle à ceux qui nous écoutent d'en haut et ils vont comprendre qu'on a compris des choses. Et là, ils vont commencer à reculer d'un pas également. Voilà ce qu'il faut faire. La tendance est présente, Philippe, hein, sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de groupes qui expriment justement ces mots-là, crime contre l'humanité. Eh ben, c'est bienvenu. Ce sont des mots bienvenus. J'espère qu'avoir été suffisamment clair tout à l'heure dans mes explications. Et si je ne l'ai pas été, ce qui est tout à fait possible, à ce moment-là, je renvoie toutes les personnes sur notre site conseilnational.fr pour aller chercher ces documents qui parlent très explicitement de crimes contre l'humanité en qualifiant les raisons. J'ai essayé de vous expliquer de façon un petit peu plus synthétique. Voilà, donc mesdames les infirmières, messieurs les soignants, qui êtes en pointe sur la vaccination, prenez votre courage à deux mains. C'est vous les responsables de votre vie. Je pourrais vous dire, mettez-vous en bande organisée, chassez en meute, etc. Mais je ne vais pas vous dire ça parce qu'on s'aperçoit que dans un hôpital, il y a une ou deux personnes qui sont dans ce cas-là. C'est pas beaucoup. Donc on dit à ces deux personnes de l'hôpital, prenez votre courage à deux mains, allez-y, foncez. Vous avez tout intérêt et vous avez tout intérêt, tout à gagner dans cette démarche. Et de toute manière, il ne pourra rien vous arriver. En plus, si vous ne mettez pas votre nom sur la lettre, ça sera encore mieux. Voilà. Donc il y a des solutions, mais il faut les mettre en œuvre. Nous, on n'est pas, on a la chance d'avoir derrière nous en back office, comme on dit en français, hein, c'est-à-dire derrière nous, tout simplement, des personnes qui sont des cadors, si je puis m'exprimer ainsi, en droit, et qui ont choisi la bonne ligne, la bonne ligne de fracture, si je puis dire, pour attaquer là où il faut attaquer et pas à côté, quoi. Et qui ont tourné la tête dans le bon sens pour dire qu'il n'y a plus de constitution, pour dire qu'il n'y a plus de 5e République et qu'à partir de là, on peut enclencher un certain nombre de syllogismes, c'est-à-dire d'implications logiques derrière, hein, et qui nous mènent à cette libération qu'on appelle tous de nos voeux, parce que il faut pas se leurrer. Une des conséquences majeures du fait que la 5e République et la Constitution se sont écroulées, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec cette tyrannie sanitaire, tout simplement, hein. C'est une conséquence directe. N'est pas imaginé que c'est un lointain rapport. Non, c'est une conséquence directe. Voilà. Donc d'un plan qui a été établi et dont l'écroulement de la République sans coup férir, je dis bien sans coup férir, puisqu'il y a eu, on a entendu voler les mouches, hein, lorsque en 2008, je dirais que le peuple français s'est vu gruger de ses choix de ne pas rentrer dans l'Union européenne par tout simplement un vote parlementaire qui est venu derrière leur décision à eux, ce qui est un déni de démocratie, un déni de république que personne n'a voulu relever plus que ça. Alors nous le relevons, le gant, nous relevons cette république patraque et nous disons il faut créer une nouvelle organisation politique, c'est évident. Et plutôt que de faire de l'ancien, c'est-à-dire faire la 6e, pourquoi pas la 12e République, non, on va faire autre chose, on va faire autrement, et on va faire que nous n'ayons plus besoin de nous rapprocher de représentants, mais on va surtout faire en sorte que nous ayons besoin de traiter nos affaires, nous, peuple, par nous-mêmes, par des émanants, et non plus par des représentants. Voilà, c'était le couplet pour rappeler les choses. Je voulais juste prendre une minute, les amis, pour mettre à l'honneur les personnes qui travaillent de près ou de loin pour le CNT, et notamment les personnes qui travaillent dans l'ombre, celles qui s'occupent des sites, des diffusions, etc., et qui nous permettent d'avoir ce confort de diffusion. Merci les amis, merci beaucoup. Merci. Moi, je vais rajouter quelque chose au niveau technique par rapport à toutes les actions qu'on est en train de faire et qu'on va développer. Effectivement, donc, c'est des actions qui nécessitent des documents, qui nécessitent des voyages, qui nécessitent des tracts, qui nécessitent d'imprimer un certain nombre de choses. Donc, malheureusement,
il faut passer par des moyens financiers. Et donc, comme on l'a déjà dit il y a quelques jours, le CNT est en train de finaliser la constitution d'une association qui va permettre d'avoir un cadre légal et juridique tout en étant provisoirement dans la République pour pouvoir recevoir des dons et recevoir des cotisations pour pouvoir financer nos actions. Et donc, très bientôt, on aura de nouvelles organisations financières, c'est-à-dire des comptes bancaires et des nouveaux comptes PayPal qui permettront de recevoir, d'une part, les cotisations des adhérents qui s'inscriront au CNT, qui seront des cotisations accessibles à tout le monde, parce qu'il s'agira tout simplement de 3 € par an. Donc, on peut penser que tout le monde sera capable de mettre 3 € par an pour cotiser à la libération de la France. Et puis, possibilité aussi de recevoir des dons. Donc, on vous informera le temps venu, quand ça sera mis en place. On est en train de finaliser tout ce travail pour qu'on puisse avoir un cadre comptable, juridique et légal qui soit parfaitement clair et parfaitement maîtrisé pour éviter tout problème comptable et pour que tout soit clair et qu'on ne soit pas ennuyé après, notamment par le monstre de Bercy qu'on appelle le fisc. Voilà ce que je voulais dire pour conclure ce que tu disais tout à l'heure, Philippe. Oui, on avance dans les modalités pratiques, donc ça c'est un petit peu de la cuisine, mais ça a des incidences par rapport à la vitesse à laquelle on va pouvoir développer notre notoriété, par exemple, hein, ce qui est un point important. Tout à l'heure, on disait justement d'ailleurs qu'on n'était pas toujours lisible. Il faut qu'on soit et qu'on soit plus vite, plus loin, plus fort, pour que les gens non pas viennent adhérer au CNT, ce qui est une chose importante, mais surtout comprennent de quoi il s'agit et se disent le moment venu, ça sera le CNT. Ok, d'accord, on a compris. Voilà comment ça marche. Et je répète une chose, Philippe, c'est que dans cette association, il n'y aura aucun président, tous des administrateurs pour respecter le principe du CNT. Quelle bonne chose. Oui, il n'y a plus de présidence, il y a des administrateurs. La présidence, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre derrière nous. Voilà, plus de chef, comme on dit. Alors, on n'est pas naïf, on est très au courant que les gouverner à plusieurs, c'est jamais simple, sauf si on y est prêt depuis longtemps, et sauf si on a défini une période de transition courte, de 2 ans, 3 ans, pour un projet extrêmement précis, ce qui est le cas. Donc ça nous donne toutes les chances de notre côté, et on y croit très fort. Très bien, merci Philippe, merci Bruno, c'était un bel exposé. S'il y a possibilité demain de faire une thérapie Amis, Soleil, Musique, eh bien ce sera l'idéal, il faut en profiter tant qu'on le peut encore. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition, lundi à 20h30, excellente soirée.